Chez l'être amoureux, il est intéressant de noter qu'il existe parfois un paradoxe entre la considération démesurée qui est portée à l'endroit de l'être aimé dans sa globalité et le respect de l'exactitude des sentiments de cet être à l'égard de l'amoureux. Il paraît en effet étonnant que celui qui aime passionnément quelqu'un soit prêt de temps à autre à sous-estimer l'importance réelle des désirs et des plaisirs de celui qu'il aime. Pourtant, c'est très fréquemment ce qui se produit dans une relation amoureuse. Il me semble que la mesure de la relation amoureuse, pour nous, est toujours effectuée dans un premier lieu par rapport à ce que l'autre nous emmène à ressentir comme désir et comme plaisir. Ce n'est que dans un second temps que nous cherchons à analyser les désirs et les plaisirs que l'autre ressent grâce à notre présence. Ce raisonnement me donne une fois de plus l'occasion de montrer à quel point l'humain est un être qui est frappé par la solitude, en toute situation. Même lorsqu'il s'agit du sentiment amoureux qui semble au premier abord représenter un sentiment qui est initié par l'altruisme, on remarque que les actions qui sont menées par celui qui aime forment un comportement qui peut être défini comme étant initié par une forme très marquée d'individualité. L'amoureux classique, donc, qui n'est habité par aucune déviance sexuelle capable de transformer une souffrance en plaisir, préférera toujours voir l'être qu'il aime réprimer un désir sexuel qui porte sur un autre que lui, plutôt que de le savoir satisfait d'avoir joui d'un plaisir charnel avec cet autre. Cet exemple me semble assez précis pour représenter le manque de considération que l'amoureux voue à l'égard des désirs et des plaisirs de celui qu'il aime. Aimer quelqu'un ne peut pas être défini par le fait d'éprouver une satisfaction face à la contemplation de la démonstration des plaisirs que celui-ci ressent. Non, l'aimer, c'est avant tout se satisfaire de voir celui-ci se mettre à la disposition de notre plaisir. On aime passionnément quelqu'un parce qu'il nous apporte énormément de satisfaction et certainement pas parce que nous lui en apportons beaucoup. Celui qui connaîtra la vieillesse aura rencontré au cours de sa vie 3 phases en matière d'amour. Au début de l'âge adulte, l'amour ressemble à un état de passion qui offre au corps et à l'esprit des satisfactions nouvelles qui ne cessent de se complexifier au fil des jours, et par conséquent, qui apportent toujours plus de plaisir. L'ascension de cette complexité laisse présager au sujet qu'il est à l'abri de toute souffrance ainsi que de réelles et inéluctables déceptions amoureuses. Il imagine que la fin de chaque idylle, ainsi que la fin de chaque phase d'une seule et même histoire, vont lui faire découvrir une étape nouvelle et enrichissante. La représentation de l'amour que se fait le jeune sujet est pour le moment assez cohérente. Il sait que ce qu'il définit comme étant chez lui un sentiment amoureux est étroitement lié avec ses pulsions sexuelles. Plus tard dans la vie, le processus de complexification de l'amour a continué jusqu'à pousser le sujet à réprimer partiellement le fait que ses sentiments amoureux prennent naissance dans les conséquences sur son esprit de son instinct sexuel. Pendant plusieurs décennies d'existence, l'amour va alors devenir un partenaire incontournable de divertissement, et le sujet est désormais conscient qu'il en est dépendant, sans pour autant connaître la nature exacte de cette dépendance. À ce stade, il a l'impression que l'amour n'est plus une passion extérieure qu'il atteint comme un cadeau que la vie lui fait. Il pense dorénavant que l'amour est à l'intérieur de lui et de ceux avec qui il va le partager, et qu'aucune satisfaction ne pourra être le fruit du hasard. Tous les plaisirs que l'amour est maintenant capable de lui offrir seront alors les conséquences de la pertinence de ses actions envers l'autre et de la perception de ses ressentis, ainsi que le résultat de ce que l'autre fait et de ce qu'il lui donne à percevoir. L'amour est certes moins surprenant, mais il présente pour le sujet une nouvelle sorte d'excitation. Celle d'avoir enfin réellement une prise sur lui. Que ce soit lorsque cet amour est heureux en lui permettant de comprendre pourquoi il l'est, ou bien quand il représente un échec, en ayant désormais les moyens de connaître les raisons qui font que cela n'a pas fonctionné. La dernière phase de l'amour que rencontrera celui qui atteint l'âge qui vient après celui de la maturité, et qui est celui qui marque le début de la fin de ce voyage qui ne mène nulle part, est celle qui permet au sujet de comprendre enfin ce qu'a été l'amour dans sa vie. À présent,
Ce n'est plus ce corps avec ses indomptables pulsions sexuelles qui s'agitent en lui qui soumet l'idée de l'amour à l'esprit. Ici, c'est plutôt l'esprit, épuré de la passion qui rend toujours aveugle, qui, avec le goût de l'amour ancré en lui, propose au corps l'idée de la sexualité. Un peu comme à l'aube d'un jour nouveau qui vient marquer le crépuscule d'une soirée d'ivresse, lorsqu'il arrive de dialoguer sans prendre de précautions et en n'étant animé d'aucune stratégie, l'amour est à présent celui qui n'a plus rien à cacher. L'humain connaît alors exactement la place que l'amour a occupée dans sa vie, et sait qu'à l'instar de beaucoup de choses, maintenant, les phases les plus exaltantes que peut amener celui-ci ne peuvent exister pour lui et pour le temps qu'il lui reste à vivre qu'au creux de ses souvenirs. L'âge qui avance présente également un double avantage. Le premier, pour des raisons évidentes que chacun comprendra, de ne plus observer en l'autre le revêtement brillant de la jeunesse qui représente l'élément le plus efficient pour éveiller les sens. Le second, pour celui qui est habité par un minimum de bon sens, d'être conscient que si parfois il ne parvient pas à exciter les sens de l'autre, c'est pour des raisons flagrantes et fondées que lui-même est capable de percevoir. C'est à partir de l'âge où les directives de l'existence ne nous réclament plus nécessairement d'être beaux et de susciter la passion, que l'on est en quelque sorte un peu plus apaisé. À présent, même si elle est un peu moins intense que dans la jeunesse, lorsque la fougue apparaît, elle se présente comme un avantage qui vient nous assister plus que comme une finalité comme c'était le cas quelques années auparavant. Dans l'âge mûr, le plaisir physique relève bien sûr toujours de la perception du ressenti, mais également plus que dans la jeunesse, de la satisfaction de la contemplation de son propre plaisir. Avant, intuitivement, il nous semblait ridicule de se satisfaire de l'analyse de son plaisir. Ce qui présentait de l'importance, c'était la nature même de ce plaisir. Maintenant que l'on sait qu'il ne sera certainement plus en mesure de nous surprendre dans l'avenir, on observe son plaisir comme on admire une œuvre belle et classée, ou un bien noble et fragile qui est susceptible de disparaître. Là aussi, étonnamment, à l'instar de beaucoup d'États, on remarque des similitudes pour ce qui concerne la perception des choses de l'homme mûr avec celle de l'humain lorsqu'il est encore qu'un enfant. On peut résumer la vie si l'on considère que celle-ci dure 80 ans et qu'après cet âge, les années vécues représentent du bonus, comme ceci. Durant les 15 premières années de notre existence, nous observons les autres, les choses, et ce que nous supposons des états ainsi que des ressentis physiques. Entre l'âge de 15 ans et celui qui marque la fin de ce que l'on pourrait qualifier de période active, l'homme se débat pour vivre, en faisant et en cherchant sans cesse à connaître. Une fois l'âge mûr atteint, et avec lui la certitude que nous ne sommes plus vraiment en état de découvrir tout ce que nous souhaiterions posséder ou éprouver, un peu comme nous le faisions lorsque nous étions enfants, nous nous mettons à nouveau à contempler la vie qui transpire et qui nous entoure. À l'époque où nous étions plus jeunes que les autres, nous observions nos aînés en cherchant à comprendre quelles étaient les motivations qui les animaient. Maintenant que la majorité de ceux qui nous observent est constituée de personnes qui sont moins âgées que nous savons que ceux-ci, parce que la société qui les porte n'est plus tout à fait celle que nous avons avalée durant nos jeunes années, connaîtront des choses et des états que nous n'avons pas eu l'occasion d'observer et de ressentir. Alors, à présent, nous contemplons les actions et analysons les motivations de cette génération qui existera encore lorsque nous serons morts et qui, par conséquent, un peu comme l'adulte pour l'enfant, même si cette fois-ci c'est dans une moindre mesure, représente pour nous dans sa globalité une sorte de mystère. L'immanquable et distinguée misanthropie qui se traduit parfois chez le jeune sujet par de l'arrogance à l'endroit des faibles, a tendance au fil des années à muter, voire à disparaître. Le dédain qui est éprouvé par une jeune personne à l'égard d'un de ses semblables ressemble bien souvent à l'attitude qu'un passager qui est bien installé pourrait avoir en observant du wagon celui qui vient de manquer le train et qui court après. Pour l'homme mûr, l'attitude en percevant celui qui présente du mal à vivre ressemblerait plutôt à celle que pourrait avoir le conducteur du train. Celui-ci, dans sa vie, a vu à tant d'occasions des pauvres gens rater leur rencontre avec l'existence
qu'il éprouve pour eux plus d'empathie que de mépris. Le mépris représente toujours l'expression présomptueuse de la supériorité d'un être face à un autre. Et lorsque l'on est vieux et que l'on observe un jeune, même si celui-ci est impertinent, il nous est plus difficile que dans le passé d'exprimer à son endroit un sentiment constitué d'orgueil et de dégoût. La valeur de la jeunesse, avec la capacité d'évolution qu'elle permet, évoque forcément pour celui qui a vu la sienne se brûler un relatif et intuitif respect envers celui qui dispose encore de sa propre jeunesse. Celui-ci est bien souvent observé par son aîné comme un être qui est égaré en raison de son inexpérience, plus qu'à cause d'une absence intrinsèque de vertu.